Le contrôle technique, il en fait suer certains alors qu'il ne représente qu'une formalité pour d'autres. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses du loisir. Aujourd'hui, on va tout savoir sur le contrôle technique. Alors, pour commencer, on va rappeler les grandes lignes. Un véhicule n'a pas besoin de passer au contrôle technique tant qu'il n'a pas fêté son 4e anniversaire. À partir de là, le propriétaire a 6 mois pour effectuer le contrôle. Ensuite, il devra renouveler l'opération tous les 2 ans. Le contrôle technique est donc une opération qui vérifie 133 points dans et à l'extérieur du véhicule pour assurer qu'il ne présente pas de risque à circuler sur la route. Les freins, les éclairages, les ceintures, le pare-brise, les pneus, les suspensions, la structure, la pollution, tout est vérifié et lorsqu'il y a une anomalie qui est détectée, elle est notée dans un rapport avec 3 différents niveaux de gravité. La défaillance mineure, alors elle ne présente pas de danger dans l'immédiat, mais on le dit quand même. Un capuchon de protection qui est abîmé, un amortisseur un peu faiblard qui reste dans la plage de tolérance acceptable, une usure des pneus, pas de pile poil identique, bon. Tant qu'on reste dans ce niveau de gravité, le véhicule recevra un avis favorable pour circuler. Ensuite, la défaillance majeure. Alors ici, le risque est avéré et une intervention est nécessaire pour espérer recevoir un avis favorable. Par exemple, une usure excessive des pneus, un phare qui marche pas très bien, un voyant au tableau de bord, ce genre de choses. Ce niveau de gravité va nécessiter une contre-visite. Ça veut dire que le propriétaire peut circuler, mais pendant 2 semaines seulement, et dans ce laps de temps, il va devoir réaliser les corrections. Il aura alors un deuxième rendez-vous dit de contre-visite, où seules les défaillances majeures seront revérifiées. La plupart du temps, la contre-visite est gratuite si vous la faites au même endroit. Et vient enfin la défaillance critique. Alors ici, on parle d'un élément qui compromet directement la sécurité et qui interdit d'office la circulation du véhicule. Un frein cassé, une fuite de carburant, un pneu à plat évidemment. Ici forcément on va avoir un refus direct et le propriétaire n'est plus autorisé à circuler avec son véhicule dans l'immédiat. Donc retour en dépanneuse, bon évidemment si on en arrive là c'est vraiment qu'on n'a pas conscience de l'état de son véhicule. Bon c'est un peu extrême bien sûr mais bon je suppose que les gens normaux ne vont pas au contrôle technique dans de telles conditions, ça paraît un peu logique. Là j'ai évoqué les grandes règles qui s'appliquent à toutes les catégories de véhicules. Mais parlons maintenant de camping-car et plus précisément de ceux qui ont au repère J3 de leur carte grise la mention VASP. Les VASP sont des véhicules dits de loisirs, ils ont été aménagés et transformés par une entreprise ou un organisme qui a obtenu une homologation pour cette transformation. Autrement dit, les VASP ont leur propre catégorie dans les règles de contrôle technique, et ça c'est plutôt un avantage. Prenons l'exemple du Fiat Ducato, c'est le camion qui a été utilisé comme porteur pour ce camping-car. Ici, contrôle technique après 4 ans et après tous les 2 ans, bon jusque là. Et bien ce même Fiat Ducato, s'il n'a pas la mention VASP, c'est donc un véhicule utilitaire, et il doit alors avoir un contrôle pollution tous les ans. Donc là on comprend que la mention VASP a une influence et donc finalement c'est ce qui est marqué sur la carte grise qui définit l'obligation. On en revient du coup à un sujet qui est de moins en moins présent aujourd'hui, mais pour ceux qui achètent un fourgon d'occasion qui a été aménagé par un propriétaire de façon amateur, et bien là il y a de grandes chances qu'il n'ait pas la mention VASP et donc qu'il y ait des problèmes au contrôle technique. Et oui, parce qu'on est censé présenter au contrôle technique le véhicule dans son état d'origine, état pour lequel il a été homologué. Après voilà, si vous achetez un camping-car profilé, capucine intégrale, là on a affaire à un fabricant vraiment, donc il y a de grandes chances que ce soit un VASP sur la carte grise. Vérifiez au cas où, on ne sait jamais, mais bon, là a priori on est tranquille. C'est plutôt au niveau des fourgons aménagés que la confusion est probable. S'il n'a pas la mention VASP, alors il n'a aucune valeur en tant que camping-car. C'est juste un camion avec plein de choses dedans. Fin de la parenthèse. Je rebondis maintenant sur les défaillances mineures qu'on trouve souvent sur les rapports de contrôle technique pour les camping-cars. Modification ne permettant pas le contrôle. Ça c'est très courant et donc selon comment il a été fabriqué le camping-car, il se peut qu'il y ait des éléments qui fassent obstacle pour le contrôleur. Donc typiquement un marchepied, un réservoir d'eau, un chauffage fixé au châssis, tout plein de possibilités qui peuvent justifier cette mention. Elle n'a cependant pas d'impact réel sur la validité du contrôle. Le ripage excessif, très courant aussi, c'est quand le véhicule tire à droite ou à gauche, quand il est sur les rouleaux du contrôle technique. Et dans ce cas, ça peut être lié soit à un mauvais parallélisme, soit à une usure un peu inégale des pneus, ce qui peut influencer un tirage à droite ou à gauche. Du coup, le ripage ou l'usure des pneus, c'est quelque chose qui est lié au poids du camping-car. Il y a de la contrainte, donc c'est normal que cette usure arrive. Après, faut être vigilant, il faut observer, voir comment ça évolue. Après, il existe 139 défaillances mineures, donc je ne vais pas toutes vous les énumérer dans la vidéo, ça sera un peu trop long. Mais bon, si ça vous concerne, je vous conseille plutôt d'aller voir un contrôleur qui pourra vous aider à traduire ces mentions-là. Parlons maintenant de ce que ne vérifie pas le contrôle technique. La cellule du camping-car, tous les éléments qui l'aménagent, ça le contrôleur s'en fiche. Après évidemment, il ne faut pas présenter un véhicule dans un état lamentable, c'est mieux. L'état du moteur, en dehors des fuites ou d'un problème qui compromet la sécurité, le contrôleur lui ne regarde pas l'état de la distribution ou si la vidange est à jour. Donc le contrôle technique ne vous dit que si le véhicule est dans un état conforme pour circuler en sécurité sur la route. Il ne vous dit en aucun cas s'il y a des frais à prévoir sur la mécanique ou autre.
Alors petite précision, pour les contrôles techniques des poids lourds, c'est la même logique que pour les véhicules légers, mais souvent pas au même endroit. Vous cherchez sur internet contrôle technique poids lourd et vous allez voir, c'est spécialisé pour les camions, les semi-remorques et compagnie. Du coup, vous cherchez puis vous trouvez. Parlons maintenant de la date limite de validité du contrôle. Bon, après 4 ans, on va avoir une vignette sur le pare-brise. Ça, c'est assez facile. Mais c'est pas tout, on a aussi un autocollant qui est collé au verso de la carte grise. Donc en gros, on ne peut pas ne pas savoir. Si vous vous faites contrôler sur la route et que votre contrôle technique n'est pas à jour, vous risquez une amende de 135 €, mais ça encore, c'est le mieux qui peut vous arriver. Et en cas d'accident, votre assurance risque de se retirer et là, vous allez peut-être devoir le regretter toute votre vie. J'ai mis un froid, non? Bon, vous avez compris l'idée, quoi. Donc avant de prendre rendez-vous pour un contrôle technique, si vous avez un doute sur votre camping-car, n'hésitez pas à passer chez votre concessionnaire. Il a l'habitude de passer des véhicules au contrôle technique et il pourra peut-être vous proposer des opérations préventives. Si votre camping-car est sale comme pas possible, nettoyez-le. Parce qu'une fois que vous avez frustré le contrôleur, faut pas attendre une faveur de sa part. Et oui, malgré la loi et son éternelle rigidité, les agents du contrôle technique sont des humains et donc un bon rapport avec eux peut vous être favorable. Dans une certaine limite évidemment, mais ils peuvent parfois arrondir les angles et vous indiquer une façon d'intervenir. Donc on les respecte. Moi je mets toujours 2 bouteilles de vin rouge sur le siège conducteur et je n'ai jamais eu de retour de commentaires du contrôle technique. Du coup ça passe crème à chaque fois. Hein? Alors après vous pouvez aussi leur offrir des lunettes de soleil très foncées. Hein, ça marche aussi. Après, le petit billet, ça c'est un classique. Hein, mais bon, voilà, je ne veux pas vous influencer. Vous avez compris un petit peu le fonctionnement du contrôle technique appliqué pour le camping-car. Dans tous les cas, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis, prenez soin de vos montures, faites des contrôles techniques corrects et légaux si possible. Et puis, profitez du paysage. Allez, à très vite.